Donc Yann Dubois donc, est directeur de la filière directeur d'hôpital à l'EHESP et Xenia Oran est enseignante à l'Institut de management à l'EHESP. Ils vont nous présenter les enjeux de la formation des directeurs sur le défi professionnel que représente la crise climatique et environnementale. Et vous êtes accompagnés par 3 élèves directeurs en cours de formation à l'EHESP. Il s'agit de Mathilde Monart, Carla Fay et Timothée Vaccaro. Je vous souhaite la bienvenue. Donc vous nous parlerez, vous, quant à vous, de vos attentes et de vos besoins en matière de formation et aussi comment vous envisagez votre futur exercice professionnel et comment impliquer cette empreinte écologique dans votre exercice professionnel. Je vous laisse la parole. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup de nous avoir invités avec les élèves pour vous présenter ce que l'école de hautes études en santé publique fait ou fait pas en matière de la transition écologique. En fait, juste pour vous dire que le terme RSE, je l'ai appris grâce à 5K CFDT. Quand j'ai pris mon premier poste, parce que j'ai une carrière avant dans d'autres domaines, mais ça fait 13 ans que je suis dans le métier. Et donc c'est quand même par vous, grâce à 5K CFDT, que j'ai appris ce que c'était RSE. Et donc 13 ans après, le RSE, c'est ça. C'est un foisonnement de terminologie, de référentiels, à la fois privé et public, puisque la Commission européenne, donc au niveau européen, on a la nouvelle directive du coup qui se crée, la CSRD, qui va remplacer la directive NFRD. Vous voyez, je parle en sigle, je fais exprès parce que vous voyez, c'est un monde, c'est une jungle. Et donc, cette diapo, c'est pour vous montrer à quel point c'est difficile. Ce matin, on a dit qu'il fallait s'accrocher pour lire le rapport de GIEC. Et là, il faut s'accrocher aussi. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer, pour vous illustrer ce que c'est devenu 13 ans après. Nous, le cœur du métier à l'EHESP, c'est 5 pavés que je vous ai présentés. Et c'est surtout les sciences de la gestion. C'est-à-dire qu'à l'école de santé publique, vous avez plusieurs départements. Et nous, avec Yann, on fait partie de l'Institut du management. Je sais, c'est un peu prétentieux. On a des débats à l'Institut du management pour peut-être un jour changer de nom. Pour l'instant, donc, ça s'appelle Institut du management, qui réunit du coup les profs qui sont comme moi, un détachement dont je ne me suis même pas présentée. Excusez-moi, du coup, je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Donc, je suis un D3S d'origine et un détachement sur les fonctions d'enseignante en finance hospitalière. Donc, on a parlé un peu de sous aussi. Voilà, parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de sous. Et donc, nous, notre cœur du métier à l'école de santé, c'est ça. C'est les sciences de la gestion, mais dans les 3 dimensions. Dans l'enseignement, formation initiale, formation continue. Dans l'expertise, c'est-à-dire comment on peut accompagner les établissements aujourd'hui sur ces différents aspects, et dans la recherche, parce qu'en fait, il y a plusieurs typologies des profs chez nous, les profs experts, les profs chercheurs, universitaires. Voilà, donc vous connaissez sans doute Laurie Marot, qui donc représente les profs universitaires chez nous, et qui, très médiatisé avec Shift, et donc aussi les interventions à l'école et ailleurs. Mais il n'y a pas que Laurie, il y a aussi d'autres collègues. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est que ça ne s'appuie pas seulement sur Laurie ou sur d'autres personnes, mais que tous les profs de l'EHESP puissent, dans chacun de ces pavés, économie de la santé et de la gestion financière, gestion de tout ce qui est des ressources matérielles, management de la qualité et de la sécurité de soins, responsabilité sociétale de l'entreprise, donc les ressources humaines, dans toutes ces dimensions, leadership et communication, pour que tous les profs de l'école puissent être transformés. J'aime pas trop le mot l'innovation, parce qu'innovation, ça présuppose que celui qui innove pas est dépassé, qui has been quelque part. Je préfère transformation. Comment est-ce que nous, collectivement, à l'école, on peut transformer nos formations ? Nos formations, comment on peut développer une expertise et comment on peut faire le lien entre les deux grâce à la recherche.
C'est ça l'ambition en fait. Voilà, donc très très rapidement, je passe la parole à Yann. Exemple, comment ça se manifeste après dans la maquette, et les contraintes aussi. Les contraintes, voilà, ça vous montre un peu l'exercice, la difficulté de l'exercice. Merci Xenia. Oui, c'est vrai que commencer sur cette diapo, c'est pas forcément simple. C'est fait exprès. En fait, l'intégration de la transition écologique comme objet d'enseignement, elle est à la fois ascendante et descendante. Elle est ascendante parce qu'elle vient d'abord et avant tout des élèves. Et je pense que là-dessus, il y a une vraie question générationnelle, c'est-à-dire que moi, j'ai pu constater que les élèves étaient bien en avance sur l'immense majorité des enseignants sur les questions de transition écologique. Alors, je fais un petit aparté quand même, pour porter un message d'optimisme par rapport à notre profession, c'est quand même un congrès syndical, et à notre système de santé. C'est que pour fréquenter au quotidien 2 promotions d'EDH, donc 185 élèves, je peux vous assurer que nos jeunes collègues sont solides, curieux et inventifs. Et quand vous savez que un écosystème repose avant tout, enfin la vitalité et la pérennité d'un écosystème repose avant tout sur l'énergie et l'engagement de ses acteurs, moi je suis assez confiant pour l'avenir. Alors, ne le répétez pas à la promotion, parce que sinon, il n'y aura plus personne en cours lundi matin. D'accord ? Quand je dis que le système il est ascendant, c'est que les élèves sont venus me voir, il y a environ de ça 3-4 mois, pour me dire, écoutez, sur la transition écologique, on a eu certes, en début d'année, 1 ou 2 journées, mais clairement, pour nous, c'est insuffisant. On souhaite aller plus loin. Donc, en fait... ils ont pris l'initiative, avec mon accord, de réserver une journée complète pour monter un enseignement sur la transition écologique. Donc ils ont eu une carte blanche, et en l'occurrence, c'était intéressant sur le contenu, que vous en parlerez tout à l'heure, mais c'est aussi intéressant en termes de gestion de projet, puisque leur légitimité a été contestée, puisque certains enseignants experts ont dit mais il faut d'abord passer par nous avant de concevoir... Enseignants-chercheurs, pardon Xenia, oui. Certains enseignants disent il faut d'abord passer par nous, on est titulaire de la connaissance, donc voilà, l'enseignement, c'est nous qui devons le porter. Donc vous êtes confrontés à ça. Sur la question de l'éthique également, votre éthique a été questionnée parce que vous vous êtes dit mais est-ce qu'on a intérêt à faire intervenir des partenaires économiques extérieurs ? En l'occurrence, est-ce qu'on fait intervenir Sodexo sur la journée ? Bon, finalement, votre réponse c'était non, mais vous vous êtes questionné. Et puis la question aussi de l'appropriation de la thématique par l'ensemble de la promotion, puisque certains élèves ont dit mais c'est organisé par les élèves, du coup est-ce qu'on est obligé de venir en cours ? Voilà. Donc en termes de gestion de projet, c'était aussi assez intéressant. Donc je les laisserai s'exprimer sur cette journée qui est organisée, mais pour vous dire que en fait, l'intégration de cette problématique d'enseignement, elle est avant tout portée par les élèves. Alors pas uniquement, c'est-à-dire qu'on s'y intéresse également quand même au niveau de l'EHESP, et dans la construction de la nouvelle maquette des EDH qui sera opérationnel à partir de, donc pour la promo 2024-2025. Alors en rouge, vous avez les nouvelles unités d'enseignement qui ont été créées, d'accord, ou qui ont été fortement renouvelées. Mais plus généralement, par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que vous voyez qu'en haut, il est indiqué que de façon transversale, l'ensemble de ces unités d'enseignement intègre trois thématiques structurantes. Transition écologique, égalité professionnelle, diversité et lutte contre les discriminations, et qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'on a la même approche que Robert Votard ce matin, qui disait que pour arriver à l'objectif de 2 tonnes de gaz d'émissions à effet de serre par habitant, il fallait attaquer tous les postes d'émissions de carbone. Nous, on s'est dit, pour la transition écologique, on va faire pareil. Plutôt que de créer une unité d'enseignement spécifique, on va faire en sorte d'attaquer toutes les unités d'enseignement. Et ça, c'est en partie le travail de Xenia, c'est-à-dire qu'on a le projet que sur toutes ces UE, je ne vais pas forcément y revenir, mais vous l'avez en avant-première, ça n'a pas été diffusé encore, cette nouvelle maquette, mais sur toutes ces UE, les enseignants sont censés intégrer ces 3
thématique générique et, on va dire, consubstantielle à l'exercice du métier de directeur d'hôpital. Donc voilà comment on a raisonné, ascendant et descendant. Maintenant, je vais passer la parole aux élèves. Non, Xenia ? Juste rajouter un petit truc. Juste pour vous, avant de passer la parole à Timothée, ton prénom Mathilde ? Carla. Ok, parce que Timothée, on a préparé ensemble, donc c'est pour ça. Je connais un peu plus. Désolée, mais je vous connais quand même. Donc, pour rassurer le public, en fait, juste pour vous expliquer rapidement, et ça va aussi reboucler avec ce que Timothée dira par la suite, la réflexion, vous voyez, c'est quand même le shift, elle n'est jamais très très loin. La réflexion, en fait, est partie, en tout cas, à l'IDM, à notre institut de management, par rapport à un rapport qui a été présenté par Shift dans les grandes écoles à Audencia à Nantes. Vous voyez, il y a quand même un soin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, Yann parlait ascendant-descendant, mais on ne peut pas construire des formations dans tous les domaines, les 5 blocs que je vous ai évoqués, sans former les profs. La formation des élèves doit absolument passer par la formation des profs. C'est-à-dire qu'en fait, chacun dans son domaine, on doit avoir un socle commun de compétences, mais aussi les appliquer. Le temps des hospitaliers est précieux. Quand on est directeur d'hôpital ou directeur d'établissement médico-social, on gère les urgences, on gère les problèmes très très opérationnels. On a des gros écarts entre la stratégie et l'opérationnel pur, et notre temps est compté. Et donc, pour rester dans cette opérationnalité, dans le concret, il faut qu'on donne des outils concrets aux élèves et aussi peut-être une autre façon de compter les choses, une autre façon de regarder les choses. On en a parlé ce matin avec changement de paradigme par rapport à bien-être et donc coût-bénéfice ou co-bénéfice. C'est exactement le même travail qu'il faut qu'on fasse nous. Tant qu'on n'a pas réformé l'enseignement de l'économie, les sciences de gestion ne vont pas évoluer. Ça, c'est vraiment très important, ce que disait Éloi Laurent. C'est complètement en phase par rapport à ce que nous, on pense à l'IDM. Rapidos, mais vraiment très rapidement, tout le monde est formé à la fresque. Donc ça, c'est quelque chose de base. Et à l'EHESP, on a réussi à garder les formations à la fresque pendant le Covid. On formait et on s'auto-formait à distance. Donc la rentrée du tronc commun, donc Clément, Timothée, vous allez vous en parler un tout petit peu, les critiques qu'on peut émettre au tronc commun, mentor. Donc je vous laisse la parole, là, je pense que vous serez intarissable, mais bon, ça existe. Hein. C'est quelque chose qu'on va encore, tout en écoutant ce que vous allez nous dire, réadapter. Mais c'est quelque chose qui reste quand même à distance donc il faut continuer à améliorer le dispositif, grosso modo. On a un certificat Chance qui est porté par Laurie Marot et Cyril Harpé, et l'idée c'est de former en fait tous les profs de l'EHESP à Chance, faire une mini-formation condensée. C'est ça le projet en fait pour avancer ensemble. Rapprochement des chaires au niveau de la recherche. Je vous ai parlé de la recherche, c'est super important également, parce que c'est en nous nourrissant entre nous, en faisant les recherches-actions, recherches fondamentales, qu'on peut prendre du recul par rapport au sujet. Et donc la chaire Respect, qui existe depuis très peu, pourrait se rapprocher d'autres chaires, notamment chaires de comptabilité écologique. Moi, dans mon domaine, vous avez bien compris, je suis financière. Et donc, en fait, moi, l'idée, c'est de comment apprendre à compter différemment. Donc, en fait, voilà, je suis partie sur une formation en comptabilité écologique et j'aimerais bien monter un cours également. Parce que l'économie, c'est important, mais la comptabilité, c'est pas neutre. C'est un outil puissant pour changer le monde. Et donc, il ne faut pas surtout perdre la bataille de normalisation. Voilà. Et donc, pour finir vraiment, voilà, ça c'est le plan d'action que je vous ai dit à l'oral, tout pour essayer d'être rapide et pour passer la parole aux élèves. Merci beaucoup. Dans le programme, j'ai vu qu'à 15h, il y avait pause, mais alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps.
On gère. Allez, ça marche. Pour faire, alors du coup là, c'est spoilé, mais c'est pas vraiment de ça, on en parlera après. Pour rebondir sur justement, peu importe. Pour rebondir sur justement la fresque du climat, c'est vrai que c'est un atelier qui est hyper intéressant et complètement déprimant pour qui l'a déjà vécu. Et pour l'anecdote, j'ai amené quelques élèves de la promo hier à faire l'atelier 2 tonnes. Et ça, c'est un autre versant, une autre proposition qui justement nous donne un petit peu quels sont nos leviers d'action et qui nous montre en fait notre capacité d'agir. Comment on peut passer de notre bilan carbone, ben voilà, moi le mien c'est 4,4, et comment je fais pour passer à 2 tonnes et comment on le fait collectivement. Et un de ces enseignements, après je vais commencer un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui influence le plus dans les scénarios de décarbonation, c'est comment on sensibilise, comment on se forme et comment on influence. Donc là, j'avoue qu'on est quand même, je pense, dans le bon endroit. Et sur la formation, justement, moi, je me suis posé 3 questions. C'est comment moi, futur directeur d'hôpital, je me forme personnellement pour pouvoir entamer la transition écologique de manière professionnelle dans mon futur métier. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que pour nous, génération, c'est important? Pourquoi pour cette nouvelle génération, c'est primordial? Et après, on vous parlera un petit peu de ce que nous, on a proposé au niveau de la promotion pour justement aller plus loin. Moi, je suis parti du constat dans mon précédent poste en hôpital militaire, quand j'ai dû mettre en œuvre un plan de transformation écologique, je me suis rendu compte d'une chose, pas nouvelle, mais que j'étais pas scientifique. Donc ça forcément j'étais engagé dans ma vie personnelle, mais il me manquait forcément des connaissances scientifiques et solides, et donc c'est ce qui m'a amené à me dire il faut vraiment que je me forme parce que j'ai pas suffisamment de bagages pour pouvoir m'adresser et qui plus est des professionnels de santé pour qui c'est un peu le même langage, Et donc, comment est-ce que je le fais? Il y a l'atelier de tonnes, il y a la fresque, donc ça c'est des enjeux de sensibilisation. Mais je pense qu'on a nous aussi besoin de nouvelles compétences. Et c'est aussi des choses que j'ai commencé de manière personnelle. Mais par exemple, la méthode d'analyse de cycle de vie, ça c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qui en termes de marché public, c'est quelque chose qu'on va tous devoir maîtriser à un moment donné ou à un autre. Et qui justement allie un petit peu le côté impact carbone et impact environnemental. Si vous achetez n'importe quel dispositif médical, vous avez besoin de savoir si il utilise beaucoup de ressources minérales, si son incinération ou sa destruction consomme du carbone ou pas. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont importants. Et également, j'ai commencé à me former sur la méthodologie du bilan carbone, puisque c'est également la première des choses qu'on doit faire quand on arrive dans un établissement, c'est savoir où est-ce qu'on peut agir et par quoi commencer de plus efficace. Ensuite, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour nous, notre génération? Alors, vous me permettrez de m'inclure dans la nouvelle génération encore un petit peu. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est cette nouvelle génération qui a été éduquée et sensibiliser dès notre plus jeune âge à ces enjeux écologiques. Et donc pour nous, en fait, c'est complètement normal qu'on s'engage là-dedans. C'est plus quelque chose de nouveau, de bobo, de ce qu'on veut, mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et on est aussi la génération qui cherche du sens. Et quand on cherche du sens, alors évidemment, quand on travaille à l'hôpital, ça va de soi, mais quand on travaille à l'hôpital et qu'en plus on protège la planète et l'environnement, ça fait encore plus sens. Parce qu'on sait très bien l'impact carbone du système de santé et aussi du secteur de l'autonomie. Pourquoi notre génération? Ce que j'ai trouvé, c'est aussi que c'est des choses qui sont pour nous visibles à nos yeux. De notre vivant, et on est encore assez jeunes, on a vu les intempéries, on a vu concrètement les canicules, et on peut le toucher du doigt. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les changements qui vont se passer dans notre planète, c'est des changements qui vont se passer à notre échelle. C'est-à-dire que nous, je vous souhaite d'être là le plus longtemps possible, mais nous, on va clairement le vivre de notre vivant, et c'est des choses sur lesquelles on va forcément avoir la conscience d'agir. Excusez-moi. Désolé, j'ai appuyé là où ça faisait mal. La troisième chose, c'est aussi l'enjeu de l'attractivité. La dernière étude en date de 2023, de juillet 2023, elle dit que 70% des 18-30 ans indiquent qu'ils pourraient renoncer à postuler dans une administration ou une entreprise qui ne prend pas suffisamment en compte ces enjeux.
Et je pense qu'on est cette génération-là qui va choisir un hôpital plutôt qu'un autre, ou un EHPAD plutôt qu'un autre, parce que justement, il y aura un engagement collectif sur ces sujets-là. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Vous l'avez déjà en PPT. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de dégager du temps, dégager des heures. Et c'est pour ça, justement, qu'on a la chance que Yann Dubois nous ait fait confiance pour pouvoir organiser une journée complète sur le sujet. Et je laisse Mathilde vous la présenter. Oui, effectivement, merci Timothée. Donc, il est vrai qu'on a eu l'ambition, en tout cas, ça nous tenait à cœur, d'organiser une journée 100% dédiée à la transformation écologique et environnementale en établissement de santé. C'est donc une journée qui a été portée par une équipe projet assez restreinte. Donc ça a été un travail assez conséquent pour nous, en plus de notre formation. Donc comme vous le voyez, ça s'intitule « Mettre en œuvre la transformation environnementale et écologique à l'hôpital public ». Pourquoi cette démarche? Donc concrètement, comme l'a dit Timothée, je pense qu'on fait vraiment partie d'une génération qui aujourd'hui a conscience que l'action est indispensable pour accélérer la transition et la transformation écologique en établissement de santé, mais pas que. Et d'autant plus en tant que future directrice d'hôpital, je pense qu'on a aussi une responsabilité à la fois professionnelle, mais aussi citoyenne, d'agir et d'essayer d'avoir aussi à notre échelle un impact. Au niveau de l'organisation de la journée, ça nous a semblé important de répartir en 2 grandes étapes. La première, ça sera tout l'aspect de la matinée, donc l'articulation entre à la fois des apports qui sont théoriques, donc qui sont issus des enseignements, des recherches que l'on peut avoir à l'EHESP, qui sont de très très grande qualité, et également des savoirs internationaux, puisque, étant donné que c'est une situation où il y a un enjeu global, il y a aussi une dimension internationale à ne pas mettre de côté pour avoir également une bonne répartition, en tout cas une bonne évaluation des pratiques et pouvoir aussi s'inspirer d'ailleurs. Également, nous avons au niveau de l'après-midi, nous avons en fait pensé le côté plus opérationnel. En tout cas, nous avons voulu faire appel à des savoirs experts pour pouvoir avoir ce qu'on appelle, nous, le côté opérationnel, en tout cas très concret de la chose. Donc on s'est un peu basé sur les principaux postes carbone qu'il peut y avoir à l'hôpital, donc notamment les transports, les déchets, l'alimentation, les achats. On en a déterminé 9 au total. Et donc on va faire venir des personnes, donc à la fois du corps médical, on a des médecins, on a des sages-femmes, on a des experts, on a des pharmaciennes qui viennent aussi de toute la France et qui étaient vraiment ravis de participer à la journée et de pouvoir échanger en petits groupes entre les élèves. Également, et ça semblait aussi intéressant et important de vous le souligner, on a aussi co-construit un Serious Game, donc qui est du coup un jeu interactif qui sera présenté ce jour-là à la promotion, qui reprend 9 mises en situation auxquelles on pourra être confronté plus tard, avec des arbitrages qui auront des impacts à la fois économiques, écologiques et sociaux, et qui auront pour vocation, en tout cas, à nous montrer plus tard qu'une simple décision peut aussi avoir des conséquences sur ces 3 champs et que l'action n'est pas aussi facile que l'on peut y croire et qu'elle nécessite un engagement collectif. C'est donc pour ça qu'on a pensé cette journée et qu'on sera ravis de l'organiser, et elle aura aussi une incidence importante sur notre positionnement professionnel, étant donné qu'on partira en stage juste le lendemain. Oui, donc on a eu beaucoup de plaisir, je pense, l'équipe projet restreinte à organiser cette journée. Et on a eu des échanges très riches avec de multiples professionnels qu'on va pouvoir rencontrer pendant toute la journée. Et on a construit surtout cette journée autour de contenus et de thématiques qui, selon en fait notre positionnement en tant que future directrice et directeur d'hôpital. Tout d'abord parce qu'on estime que pour pouvoir bien former et sensibiliser nos professionnels de santé, administratifs, logistiques, il faut que nous aussi on soit bien formés et sensibilisés à ces enjeux, qu'on ait une base commune. Également, notre rôle en tant que futur directeur, c'est d'appuyer et de fournir les moyens adaptés et mesurés aux équipes pour qu'ils puissent, eux, mettre en place des éco-soins et des démarches plus durables finalement dans leur travail. Aussi,
on considère, ça nous a questionné en fait sur les trois leviers que sont l'impact écologique, l'impact économique et l'impact social. Et finalement, ce qu'on souhaite pour nos futures pratiques, c'est de considérer ces 3 leviers comme des co-bénéfices, on en parlait ce matin, mais finalement qui soient complémentaires et étudiés sur le même plan. Et non pas savoir comment l'un va influencer l'autre, mais finalement prioriser les 3 de la même façon lors d'une bonne prise de décision. Enfin, ça nous a aussi questionné sur de nouvelles pratiques de management. On a pu le voir avec Monsieur Mathis qui parlait de management participatif. Ça nous a aussi engagé là-dessus pour lever certaines résistances au changement qui peuvent encore exister, bien entendu, à l'hôpital et dans les établissements de santé et médico-sociaux. Et en fait, parce qu'on estime que pour que la transition écologique, la transformation sociale écologique soit portée par chaque agent et durable dans nos établissements, il faut qu'elle soit comprise et mise sur le plan d'une valeur fondamentale des établissements. Et c'est pour ça qu'elle ne doit pas être uniquement portée par les directions, mais bien par tout le monde pour lever toute résistance au changement. Voilà nos réflexions en tant que futur directeur d'établissement. Merci.